Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être réunis ce soir pour une nouvelle conférence débat de l'Institut de l'engagement. Avec nous ce soir et pour la première fois, au-delà de lauréates et de lauréats des promos 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et de printemps 2020, il y a des lauréates et des lauréats de la toute nouvelle promo d'automne 2020. Une promo particulière dont vous avez probablement entendu parler, la promo des engagés du Covid. Et je souhaite évidemment la bienvenue à toutes et tous, mais aussi à ces nouvelles lauréates et à ces nouveaux lauréats. Et félicitations pour votre engagement pendant la période Covid, pour votre candidature à l'Institut de l'engagement et félicitations bien évidemment d'avoir été admis et de rejoindre la famille des lauréates et des lauréats de l'Institut de l'engagement et la famille de l'Institut de l'engagement. Breaking news, et ce n'est pas le résultat des élections américaines que je vais vous communiquer, mais une nouvelle qui est presque aussi importante et qui est réservée aux lauréates et aux lauréats de cette promo des engagés du Covid. Martin Hirsch vous proposera une conférence d'intégration pour cette nouvelle promo. Ce sera le 11 novembre, donc la semaine prochaine. Et ce sera le 11 novembre à un moment de la journée qu'on ne connaît pas encore. L'agenda de Martin Hirsch, qui n'est pas seulement président de l'Institut de l'engagement, mais qui est aussi le directeur général de l'APHP, et qui, pour ces raisons, évidemment, est complètement impliqué dans la gestion de cette crise sanitaire, est compliqué. Et on va trouver le créneau, mais il n'est pas encore complètement arrêté. Vous serez prévenu par mail, donc soyez attentifs à vos mails, soyez attentifs à vos spams, y compris pour être sûr d'avoir l'information. Parce qu'il y a des nouvelles lauréates et des nouveaux lauréats, j'ose me présenter. Donc, je m'appelle Marc, je suis directeur pédagogique et directeur général adjoint de l'Institut de l'engagement. J'ai la chance de travailler aux côtés de Claire de Mazancourt, la directrice générale de l'Institut, avec toute l'équipe formidable de l'Institut de l'engagement. Et je salue particulièrement Mélissa et Mathilde qui assurent la technique ce soir et qui assurent souvent la technique de ces conférences débats et des projections débats qu'on organise. Et merci de le faire et de le faire en soirée. Et donc, formidable équipe de l'Institut de l'engagement, encore une fois présidée par Martin Hirsch. L'Institut de l'engagement organise d'habitude des universités de l'engagement, des universités qui permettent de rassembler en vrai des centaines de lauréates et de lauréats. La crise sanitaire, évidemment, nous interdit d'organiser ces rassemblements. Et donc, l'équipe de l'Institut s'est mobilisée pour mettre en place une e-programmation et à la fois des conférences débats, des projections débats, et puis des ateliers, tout à distance, pour vous permettre de vous rencontrer, pour vous permettre d'échanger, pour vous permettre d'ouvrir et d'élargir vos horizons, et pour vous permettre de connaître l'Institut, son équipe, et de rencontrer des personnes formidables. Vous avez peut-être, pour certaines et certains d'entre vous, eu la chance de participer à la première des projections débats, au premier ciné-débat qu'on a organisé tout début octobre autour du film Les Invisibles avec son réalisateur. Vous avez peut-être participé à la conférence débat de Philippe Mauguin, le président de l'INRAE, sur des enjeux d'alimentation à horizon 2050. Vous avez peut-être participé au ciné-débat autour du film À l'air libre avec ces deux réalisateurs il y a quelques jours. Donc, il y aura, pour certaines et certains d'entre vous, une conférence avec Martin Hirsch le 11 novembre. Il y aura peut-être pour tout le monde une autre conférence dès le 11 novembre. Et donc, encore une fois, surveillez vos mails, au-delà de la seule promo des engagés du Covid. Et puis, le 16 novembre, on aura une avant-première d'un film qui est le film Rouge, un film sur les lanceurs d'alerte.
Le 25 novembre, on aura une conférence débat avec une jeune artiste, une plumassière, et je m'en réjouis aussi. Et puis ce soir, donc, j'ai le plaisir de vous présenter un ingénieur pas comme les autres. Un ingénieur qui a découvert adolescent, je crois que c'est vers ses 14 ans, mais il nous le dira probablement plus précisément tout à l'heure, qu'il aimait murmurer aux oreilles des arbres et probablement qu'il aimait aussi le murmure des arbres à ses oreilles. Un ingénieur qui a changé de vie en gardant son esprit d'ingénieur et son acuité d'ingénieur, un ingénieur qui a voyagé, un voyageur qui a fait et provoqué des rencontres avec des femmes et des hommes, des rencontres avec des animaux plus ou moins courants, des animaux parmi lesquels des éléphants ou des baleines, mais surtout des animaux extraordinaires, mais un peu plus fréquents sous nos tropiques, qui sont les chevaux. Un ingénieur qui est devenu équicoach, un ingénieur qui utilise la sensibilité non biaisée des animaux pour révéler à des femmes et des hommes leur rapport aux autres, leur rapport à eux-mêmes, leur rapport au monde. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Hervé Franceschi, qui a ouvert son micro. Et Hervé, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci de nous faire ce plaisir de t'adresser aux lauréates et aux lauréats de l'Institut de l'engagement. Ben super, merci de me recevoir. Je vous ai mis en petit écran, donc je vous ai, pas tous, parce qu'en fait, ça prendrait 3 images, 3 écrans, mais de temps en temps, je vais me balayer un peu, comme ça, je me permettrai de voir un peu qui c'est qui me regarde ou qui regarde ce qui se passe. Alors, merci pour la présentation. Je dirais que si j'avais à me définir, je dirais simplement que je suis un explorateur de la joie, un émerveillé de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je regarde la vie comme un enfant face à l'immensité qui est devant nous. Je regarde le monde comme quelqu'un qui a envie d'apprendre profondément qui il est, mais aussi ce qu'est ce monde. Et donc, j'ai pas d'a priori. Je me suis aperçu à quel point le monde était entouré d'a priori, d'idées fausses sur ce qu'est le monde. Et en ayant voyagé beaucoup, hein, j'ai eu la chance de travailler dans 53 pays et donc de vivre avec des gens qui parlaient pas ma langue, avec qui il fallait que je regarde droit dans les yeux, profondément, pour savoir en fait ce qu'ils voulaient dire quand ils me parlaient. Même quand il y avait un interprète, je n'étais jamais sûr que l'interprète traduisait. En partie parce que j'étais aussi dans des pays qui étaient peut-être en conflit, aussi dans des situations de guerre. Donc j'ai vu des situations dans lesquelles il faut savoir écouter le cœur, savoir regarder au fond. Et donc ce soir, on avait envisagé que je puisse vous parler de qu'est-ce que c'est que explorer la vie avec joie. Alors pourquoi la joie? Je vous ai parlé de pourquoi explorer, mais pourquoi la joie? Parce qu'en fait, dans les temps qui sont un peu troubles d'aujourd'hui, la joie est un moyen simple pour chacun d'entre vous. Et ce que je vais dire, je vais le répéter parce que je pense que vous n'allez pas l'entendre la première fois. La joie, c'est le moyen simple pour savoir quand vous êtes sur votre chemin de vie, dans ce qui est juste pour vous, pour savoir ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Ça n'a rien de religieux, de spirituel, ça a à voir avec votre place dans ce monde. J'ai écrit un bouquin récemment qui s'appelle 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde et je dirais que la joie est au centre de ce livre. Ce n'est pas pour que vous lisiez mon livre, c'est pour que vous preniez conscience qu'au fond, vous êtes né avec des aptitudes. Et si on a des émotions, c'est pas juste parce que c'est agréable ou désagréable. Ça a une fonction. Et donc, si je comprends la fonction des émotions plutôt que simplement la sensation, je peux être guidé. C'est un peu comme si, je me rappelle la première fois que j'étais en Chine, à l'époque, il n'y avait pas d'anglais. Tous les panneaux, c'était des panneaux donc chinois avec les caractères chinois. Et quand je suis rentré dans une boutique, c'était à peu près à 500 km au nord de Guangdong. Et
il y avait, il y avait des rizières à droite et des rizières à gauche. Je me rappelle très bien, il y a un gars avec un pouce-pouce qui m'a pris. Alors, je fais 1,90 m, 95 kilos. Je plaignais le gars qui me tirait. Et on s'est arrêté dans un premier village. Et tous les villages, tout se ressemblait pour moi. Je suis rentré dans un espace qui était un restaurant. À côté, il y avait une laverie. À côté, il y avait je ne sais quoi. Tout était pareil. Je ne savais pas reconnaître. Et pourquoi je vous raconte cette anecdote? C'est parce qu'au retour, il m'avait donc à l'aller arrêté dans un restaurant et au retour, il m'arrête dans un autre endroit. Et lui, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et moi, je me dis, bah, je vais encore manger, parce qu'on peut manger à n'importe quelle heure en Chine. Et là, je rentre et je vais au fond, au même endroit où j'avais été, dans la même maison, le même genre de maison. Et puis, j'ai mangé, les gens m'ont offert à manger. Et à la fin, j'ai compris que j'étais chez des gens, que je n'étais pas dans un restaurant. Et qui m'avaient donc fait à manger tranquillement. Et quand je voulais les payer, ils m'ont dit non. Mais ils ne me connaissaient pas, hein. Jamais vu avant. Voilà, des histoires comme ça, je pourrais vous en donner des tonnes, mais ça, c'est des histoires dans lesquelles, en fait, vous rencontrez l'humain. Et l'humain vous rencontre. On n'a pas partagé un mot. Je ne comprenais rien de leur langue. Et les émotions, pour beaucoup de gens, et je dirais comme moi, quand j'étais plus jeune, c'est à peu près ça. C'est du chinois. La majorité des gens n'ont pas compris ce qu'est la peur, n'ont pas compris ce qu'est la joie, n'ont pas compris ce qu'est la colère. Les gens qui sont en colère se cachent d'être en colère. Les gens qui sont tristes n'acceptent pas d'être tristes. Si vous les mettez en tristesse, s'ils vous en veulent, ils se mettent en colère. Donc en fait, il y a des confusions. Et la joie, c'est un moyen sur l'ensemble des grandes émotions. Il n'y en a qu'une qui fonctionne comme ça, celle-là, qui vous permet de savoir ce qui est juste pour vous. Donc à chaque fois que vous êtes en joie, c'est que vous traversez votre chemin de vie. Alors pour être sûr qu'on se comprenne bien, qu'est-ce que c'est que la joie? Parce que peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes pas clairs sur ce qu'est la joie. Donc on va parler pendant une demi-heure et en fait, vous ne saurez toujours pas ce qu'est la joie. Alors tant qu'à faire, je vais vous faire vivre un moment de joie. La joie, ça se reconnaît d'une manière très, très, très simple. Vous allez vérifier si vous êtes en joie quand on va faire l'exercice. Est-ce que ça s'expanse ou est-ce que ça s'expanse pas? Si ça s'expanse, c'est de la joie. Si ça s'expanse pas, c'est pas de la joie. Par exemple, c'est du plaisir. Le plaisir, ça monte et ça descend, ça s'arrête dans la seconde. Mais la joie, ça s'expanse. Ça veut dire que ça va partir d'un endroit particulier de votre corps, et on pourra en parler, et ça va s'expanser. OK. Alors, on va faire un petit exercice. Vous allez imaginer un souvenir top pour vous, peu importe. Mais je vais vous demander d'être hyper précis, pas un souvenir générique du genre, bah, quand j'aime bien aller à tel endroit. Non, 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 non. Cet endroit, si c'est un endroit en particulier, si c'est avec une personne, c'est ce jour-là, à cette heure précise. Donc, je vous demande de retrouver un souvenir très précis. Je vais fermer les yeux, comme ça je ne vous regarde pas. Et vous pouvez tous faire la même chose, vous fermez les yeux parce que ça va aider votre cerveau à aller chercher une image. Vous la proposez, si vous n'êtes pas visuel, de ressentir des choses. Si vous n'êtes ni visuel ni dans le kinesthésique, c'est-à-dire dans le ressenti, vous allez entendre quelque chose, peut-être une voix, peut-être un mot. Alors reprenez ce temps avec vous-même, trouvez un endroit formidable dans lequel vous pensez que vous avez vécu une grande joie. Ça peut être un souvenir récent, ancien, peu importe. Et je vais vous demander de le savourer, ce moment. Si c'est des images, prenez vraiment le temps de les voir. Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une image par image? Est-ce que c'est en noir et blanc? Est-ce que c'est en couleur? Faites un zoom dessus. Si c'est pas une image, si c'est un ressenti, où est-ce que c'est dans votre corps? Précisément. Si c'est des sons, c'est plutôt à droite ou c'est plutôt à gauche? C'est une voix? Est-ce qu'il y a plusieurs sons? Est-ce qu'il y a des bruits ou des choses qui viennent de l'extérieur? Une musique? Est-ce qu'il y a du goût dans votre affaire? Des odeurs, des parfums? Tout ça, c'est un moyen d'être profondément présent à vous-même. Et là, j'ai la chance de voir un paquet de bobines, c'est-à-dire les vôtres, et je vois ceux qui sont en joie parce que vous n'avez pas la même tête que tout à l'heure. Il y en a, ils aimeraient que ça dure encore plus longtemps là. Mmh. Alors quand je vais faire ce son là comme ça, ça veut dire que je vous propose de savourer le moment présent. Et dans la société dans laquelle on vit, qui est une société de fast, hein, on a inventé tous les trucs qui vont avec le mot fast.
Eh bien, là, c'est un moment de slow. OK, alors on va pas faire du slow food, mais on va faire du slow joy. On va prendre le temps de ressentir la joie. Et si vous prenez le temps de faire ça, ça veut dire que vous êtes profondément en contact avec vous-même. C'est un truc à vous. Et quand je vous dis que explorer, explorer la vie la plus grande que vous avez, l'espace le plus immense que vous avez, il est intérieur. C'est des plaines qui sont infinies. Votre espace intérieur est sans limite. Le potentiel que vous avez, vous n'avez aucune, si vous m'autorisez le terme, putain d'idée de ce que c'est. C'est d'une immensité totale. Je le dis souvent, j'aurais jamais rêvé d'une vie aussi extraordinaire que celle que j'ai vécue. Je me destinais à être champion olympique de natation, c'était ce que je voulais faire quand j'étais jeune, j'étais un très bon nageur. J'ai pas été champion olympique, j'en ai eu des regrets au début, mais j'ai vraiment appris ce que la vie pouvait être extraordinaire. Et les moments de joie qu'on vient de vivre là, si vous les mettez vous les juxtaposez, vous les égrenez, ils resteront toute votre vie. Donc ces moments-là, c'est des moments qu'il faut savoir apprécier parce que vous allez pouvoir les revivre instantanément. Donc on parle souvent de la joie quand on est dans le rire, par exemple. Alors ça a une fonction, le rire, hein, c'est que ça permet de casser les barrières entre nous. Je le vérifiais tout le temps quand je ne connaissais pas le langage des gens, je disais une ânerie, je riais de ma propre histoire et les gens ne comprenaient pas mon histoire puisqu'ils ne parlaient pas ma langue. Mais ils riaient avec moi. Parce que le rire est évidemment est communicatif. Je l'ai vérifié maintes et maintes fois dans ma vie. C'est quand vous êtes seul, vous asseyez à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous riez, il va rire avec vous et 5 minutes après, il est sympa. 5 minutes après, vous êtes sympa. Pourtant, vous auriez pu, si vous connaissiez ses idées politiques, si vous connaissiez ses idées vis-à-vis de vous ou de, je sais pas quoi, de l'ethnie dont vous correspondez, peut-être qu'il est à l'opposé de vous. Mais là, maintenant, la fraternité est possible, la sororité est possible. C'est de ça dont je parle et ça, c'est des rencontres profondes. Donc, explorer la vie avec joie, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le business dans lequel vous allez être, il y a un truc qui est profond, c'est que il faut que vous viviez des rencontres avec les gens. Il faut que vous expérimentiez qui vous êtes. Et les autres sont un miroir de tout cela. Alors, Marc, tout à l'heure, parlait des rencontres que j'ai pu faire avec les arbres, qui m'ont un peu initié, j'ai envie de dire. Alors, ça part un peu dingue, on se dit, mais il est barré complètement, celui-là. Et j'ai emmené tellement de gens aujourd'hui que je sais que même si je suis barré, on est sacrément nombreux. Donc, je dis, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, on a une aptitude à rentrer en contact, moi je pourrais dire à converser avec d'autres que l'espèce humaine. Donc avec les animaux, bien évidemment, avec les arbres, mais dans l'absolu, avec tout ce qui vit. Parce que tout ce qui vit a une fréquence. Et nous, on confond que le langage est un moyen qui fonctionne avec le cérébral, avec le néocortex, et donc dans lequel il y a un apprentissage pour apprendre le langage. Mais au fond, on n'a pas besoin de langage pour s'exprimer. Une fois de plus, quand je ne parle pas la bonne langue, il y a quand même des choses de moi que vous pouvez comprendre. Si vous fermiez les yeux là, et vous étiez juste, vous écoutez juste ma voix. Là, je suis en train de changer très légèrement ma voix. Qu'est-ce qui se passe quand vous écoutez ma voix, quand elle change comme ça? Si je prends une voix plus radiophonique, on va dire. Si je mets des silences qui sont plus profonds. Mais en fait, dès qu'on est profondément en contact les uns les autres, là, ce que ma voix passe est bien au-delà des mots que je dis. Et comment on fait pour parler dans une langue? J'entendais, je parlais avec un Anglais, j'avais une émission radiophonique ce midi, et il me rappelait qu'il y a 90, je crois, 90 000, non, 90 000 mots, c'est ça en français, il y en a 500 000 en anglais. Comment ils font pour traduire? C'est compliqué ça. Donc, à un moment ou à un autre, c'est la sensation, le sentiment, la profondeur qui va faire qu'on va trouver un mot plutôt qu'un autre. Et c'est pour ça qu'on a inventé la poésie. Pour pouvoir dire des choses qu'on ne sait pas dire autrement, sinon ça fait 300 fois que je vous dis: Je vous aime» ou vous m'entendez plus. Mais si je commence à utiliser un mot qui a une puissance qui est plus forte, vous pouvez faire quelque chose avec. Et c'est de ça que la rencontre, le potentiel que vous avez, c'est
c'est cette exploration dont je parle. Et après, certains vont la faire, je dirais, dans l'univers, je dirais, du monde du travail, d'autres vont le faire dans l'univers de la famille, d'autres vont le faire dans l'univers de l'associatif, peu importe dans quel univers vous allez vous exprimer. Et quand je dis ça peut être évidemment des «et». Moi, j'ai exploré l'ensemble de ces domaines avec joie et avec grand plaisir dans différents pays. Donc le 2e endroit où j'aimerais vous aller en termes d'exploration, c'est de vous proposer de prendre conscience que, dans cette société du fast, vous allez être tenté d'accélérer tout ce qui se joue. Et plus vous accélérez le temps, moins vous en aurez. Peut-être que c'est une notion qui est pas tout à fait claire, je le redis autrement. Pour certains d'entre vous, vous avez ou beaucoup d'entre vous, vous avez vu Matrix, le film et vous voyez à quel moment, le héros est capable d'éviter les balles. En fait, il ne fait que ralentir le temps. C'est ça, je crois que c'est Anne-Charlotte que j'ai face à moi, qui me fait les signes de et c'est ça, comment on fait pour voir arriver les balles? Ben, en fait, il faut ralentir le temps et pour ralentir le temps, il faut ralentir son rythme intérieur. J'ai eu la chance dans une partie de ma vie aussi j'ai fait un service militaire à une époque où on faisait un service militaire et j'étais marin et comme je venais de la coopération à 1re guerre du Golfe, c'était un peu compliqué. Je me suis retrouvé dans la marine nationale et je me suis retrouvé avec des démineurs et comme j'étais, un bon nageur et un bon plongeur, bah, j'ai déminé avec eux et je regardais comment ils faisaient. Ils prenaient toujours leur temps. Jamais, jamais, jamais ils accéléraient. Ils étaient toujours détendus. Ils faisaient des gestes simples et donc pour être performant et efficace, ça sert à rien de courir dans tous les sens. Ça, vous le savez, mais souvent, malheureusement, on continue à le faire. Hein, on confond, cette phrase, typique vitesse et précipitation, mais plus que ça, on confond faire plein de choses, faire et être. Et pour être, il faut mettre du vide au contraire. Il faut mettre du lâcher prise, il faut mettre de l'espace. Si je parle d'une manière permanente et je parle à toute vitesse comme ça, je ne sais pas combien de mots vous allez retenir, mais beaucoup vont passer trop loin de ce que je vais raconter. Donc il va falloir que je ralentisse par moment, que je m'arrête. Et cet espace que je vous laisse vous permet de faire écho. Et cet écho, c'est ça qui vous permet d'avoir la puissance, votre propre puissance. Alors, par exemple, explorer dans la joie, qu'est-ce qui me procure de la joie? On parlait tout à l'heure des éléphants, des chevaux. Alors, tous les animaux, vous pouvez essayer ça si vous êtes en joie. Vous verrez que c'est un moyen hyper simple de communiquer avec les animaux. C'est vrai avec tout le monde, c'est vrai avec notamment les enfants qui ont pas mis de barrière, je dirais que culturelle, éducative. Eh bien, les animaux sont comme ça. Alors, les chevaux, ils ont une aptitude particulière, c'est qu'ils ressentent votre rythme cardiaque à 500 mètres. En tout cas, les chevaux sauvages, même un cheval complètement abîmé qui vivrait dans un box et qui sortirait jamais, on va dire un espace carcéral, à 50 mètres, qui connaît votre rythme cardiaque. Ça signifie qu'à 50 mètres, il sait si vous êtes un prédateur parce que lui, il sait qu'il est une proie. Il a les yeux sur le côté, vous avez les yeux devant. Même si vous pensez que vous êtes gentil, vous êtes des prédateurs. Il suffirait que je vous mette tout seul dans une pièce, là, ce groupe-là, là, dans une pièce, et que je décide pendant quelques instants de vous expliquer ce qui va se passer. Le jeu, ça serait le suivant. Je vais supprimer l'air petit à petit. Et il y a une paille à 4 endroits dans la pièce par lequel vous pourrez respirer. Je vous laisse pas longtemps avant de vous mettre sur la gueule. Et vous verriez le prédateur qui va sortir en vous. Même si vous êtes profondément gentil. Parce que la survie vous montrera comment il faut faire. Alors que eux, ils fuient quand nous, on contrôle. Et cette aptitude qu'ils ont eu à développer, c'est ce qui fait que quand vous mettez une panthère et un zèbre à côté, donc c'est un équidé, il fait partie de la même race que les chevaux, la panthère boit tranquillement le zèbre aussi. Puis vous regardez le zèbre, mais il est dingue. Il est dingue le zèbre, il fait quoi? Il va partir ou quoi? Et dans la seconde où la panthère va changer son rythme cardiaque, elle se mettra en arrêt. Le zèbre aura bougé ses oreilles, indiqué à tous les autres qu'il faut partir et il sera parti. Ça prend un quart de seconde.
Il est capable de syntoniser, c'est-à-dire qu'il se met au rythme cardiaque de l'autre. Cette aptitude, nous l'avons aussi. Si on avait le temps, je vous l'apprendrais, mais là, c'est un peu court pour ce soir. Mais il n'empêche que c'est une aptitude qu'on a aussi. On peut se mettre au même rythme que l'autre et on peut ressentir pleinement qui il est. Et donc, ça vous permet aussi de… Moi, quand je négocie, c'est beaucoup plus simple. Je sais exactement dans quel état l'autre est. Donc, tout ça, ce sont des aptitudes que nous avons, que moi j'appellerais instinctives, naturelles, archaïques, mais que nous perdons parce que nous ne vivons plus au contact de la nature. Et si vous prenez le temps d'être au contact de vous-même et des autres, vous pourrez vous développer des aptitudes d'hypersensibilité, de sensibilité, qui ne sont pas je dirais, des faiblesses. Pour moi, c'est des extrêmes forces. Simplement, comme on ne sait pas quoi en faire, elles deviennent des problèmes. Si j'étais capable de ressentir les arbres parce qu'ils sont à 4 Hertz, c'est la fréquence des arbres, c'est notre fréquence cérébrale quand on médite, bah donc j'étais naturellement en contact avec les arbres, pour ma part. Mais je me rendais bien compte que pas les autres. Donc j'ai eu du mal à m'accepter et accepter le regard des autres. De dire que moi je pouvais, je dirais pas converser parce qu'à l'époque je le faisais pas, mais de savoir ce qui était bon pour moi. Je savais quelle était l'herbe pour toi et pour moi. Et j'aurais pu te dire: «Non, va pas sur celui-là parce que celui-là, c'est pas ce dont tu as besoin». Et donc ça, c'est une aptitude qu'on peut tous apprendre. Donc quand je vous propose d'explorer, je fais exprès de vous donner un peu comme un impressionniste, plusieurs tableaux, c'est pour que vous ayez envie d'aller explorer des choses dont peut-être on ne vous a pas parlé, de votre potentiel. Et souvent, on parle de puissance. Je ne sais pas si vous avez appris la puissance à l'école. Moi, j'en étais resté en tant qu'ingénieur, donc la puissance électrique, par exemple, la force multipliée, pardon, la puissance mécanique, puis la force multipliée par la vitesse, la force électrique, c'est la tension multipliée par l'intensité. Voilà, mais une fois que je vous ai dit ça, qu'est-ce que c'est que la puissance? Si vous vouliez développer davantage de puissance, eh bien, presque systématiquement, les gens font une seule chose, ils développent de la force. Ils mettent davantage de tension. Ils sont que dans la première donnée. Et puis après, ils comprennent que donc il faudrait mettre de la vitesse ou il faudrait mettre de l'intensité. Mais ils font la première donnée plus la deuxième donnée. La puissance, c'est la multiplication. Donc déjà, conceptuellement, c'est super compliqué pour savoir ce que ça veut dire, vraiment, développer votre puissance personnelle. Et j'ai découvert que au contact des éléphants, c'est ça que vous développez. Au contact des éléphants, parce que moi je travaille qu'avec les femelles, parce que sinon les mâles c'est trop dangereux. On pourra en parler, mais là, j'ai pas le temps non plus ce soir. Donc je vais faire simple, je vous donne une petite expérience avec une éléphante. Donc, vous vous mettez à côté d'un éléphant, déjà une trompe, c'est plus de 1000 muscles. Et donc, si elle décide de vous envoyer valdinguer à 30 mètres, oui, il reste pas grand-chose de vous, si en plus il y a des arbres au passage. Et donc, vous allez apprendre à rester calme malgré votre peur, malgré votre terreur peut-être même. Et en apprenant à rester là, présent, vous allez accepter quelque chose d'extraordinaire qui est la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est la porte de la puissance. C'est la fenêtre, c'est l'endroit par lequel vous allez accéder à votre puissance. C'est comme le fond de la piscine, vous savez qu'il n'y a plus rien après. Donc tout ce que vous allez construire dessus va vous permettre de créer votre propre puissance. Mais si vous êtes plein de trucs et vous ne savez pas ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous ne serez pas en contact avec vous-même. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut laisser de l'espace. Il faut aller développer cet espace intérieur. Et la puissance, une fois de plus, vous avez aucune idée de ce que c'est votre propre puissance. J'en ai aucune idée pour vous, hein. Je ne suis pas un gourou, je n'ai aucune idée pour vous. Je sais juste que, une fois de plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'aurais jamais rêvé d'une vie aussi extraordinaire. Quand vous commencez à rentrer de l'autre côté de cette fenêtre, de cette porte, et que vous prenez conscience de ce qu'on va appeler du charisme, de l'aura, ce que les gens m'attribuent en général, et je fais rien pour ça. C'est juste mon espace intérieur qui progresse, qui est en contact avec vous et qui propose en fait quelque chose de l'ordre de l'assurance. Même si moi, des fois, je flippe comme un grand malade aussi.
Ça n'a rien à voir. Le leadership que l'on a, que vous avez, que moi je trouve intéressant, c'est ce que moi j'appelle le leadership naturel, ce que vous êtes profondément, pas quelque chose de construit. C'est c'est quelque chose qui peut être dangereux si on ne comprend pas ce que c'est. Le danger du leadership, c'est que les gens vous suivent, mais que vous n'alliez pas où il faut pour eux. Donc, plus vous allez développer du leadership, plus vous allez vous retrouver dans des situations dans lesquelles les gens vous suivent ou vous accompagnent ou se réfèrent à vous, c'est que vous allez augmenter la responsabilité, votre responsabilité. Il faut donc être prêt à ça. Il faut être prêt à ce que les gens vous suivent et que malgré vous, mais d'accord? Surtout, faites attention qu'ils ne vous mettent pas sur un piédestal parce que c'est là que c'est dangereux pour vous, parce que vous pourriez aimer ça. Et c'est prendre son temps là, c'est respirer. C'est laisser une fois de plus cet espace dont je parlais tout à l'heure qui vous permet d'exister et de développer une valeur qui est fondamentale dans notre société, qui est l'humilité. Et l'humilité, c'est la valeur fondamentale du leader. Si vous manquez d'humilité, vous avez du danger parce que je reviens sur le sujet du leadership. Le leader n'a rien à voir avec un type intelligent, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une forme d'intelligence, mais pas obligatoirement de l'intelligence situationnelle. C'est une personne qui croit savoir, qui a l'assurance de penser qu'il faut aller vers là. Et donc, en conséquence, vous pouvez emmener tranquillement tout le monde vers un endroit qui est absolument stupide. Et on vous le reprochera, vous. Vous y allez pour vous. Vous avez le droit de faire votre propre erreur. Sauf qu'il y aura maintenant, je sais pas, 10, 20, 30, 200, 2000, 10 000 personnes qui vous suivront parce qu'elles pensent que vous savez mieux qu'elles. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une grande responsabilité parce que le leadership n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est une forme d'intelligence, mais situationnelle ou relationnelle. Et ça n'aura pas à voir avec toute forme d'intelligence. Il y en a beaucoup plus. Donc il va falloir que vous vous dotiez d'autres choses, par exemple l'intuition. Par exemple, l'instinct, savoir écouter ça. Et la joie, pour revenir au sujet, la joie vous indique votre chemin. Donc à chaque fois que vous ferez des choses qui vous mettent en enthousiasme, hein, enthousiasme antéo, ça veut dire, en contact avec ma partie divine, si je refais du grec, c'est pour développer la plus grande place que je puisse avoir moi. Et quand vous trouvez ça, en général, les gens vont vous donner du crédit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils vont à nouveau, vous mettre sur un piédestal ou penser que vous êtes quelqu'un qui savait mieux qu'eux, alors qu'en fait, vous savez mieux que votre place, pas obligatoirement la leur. Même si, en développant ça, vous allez développer ce que moi j'appelle de la sagesse. La sagesse, ça commence à n'importe quel âge. On a combien de temps encore ou je suis déjà arrivé à la fin? Quelques minutes, c'est une belle conclusion. Ok, d'accord. Alors, je vais vous raconter une histoire. Alors. Tiens, je vais vous raconter 2 histoires si tu m'autorises, Marc. J'en fais une courte d'abord. C'est l'histoire d'un maître qu'on va situer, loin de nous comme ça, il y aura pas de on va le situer à l'heure du Moyen Âge et c'est un maître, qui a un apprenti comme beaucoup de maîtres, ça se faisait avant, il y avait un apprenti. L'apprenti, c'est celui qui veut apprendre auprès du maître. Juste pour clarifier, le maître, c'est celui qui sait, celui qui peut transmettre. Ce n'est pas l'expert. Et dans un monde comme aujourd'hui, on a besoin de maîtres, on a besoin de gens qui savent enseigner. Et un maître comme celui-là, il va à un moment donné, il va pour traverser un cours d'eau. Et le cours d'eau qu'il traverse habituellement, il y a des petits pas, comme des petits pas japonais, c'est des cailloux comme ça, des petites roches sur lesquelles il peut poser ses pieds et traverser. Et au fur et à mesure qu'il avance, pour traverser le torrent, il s'aperçoit qu'à un moment donné, sur une pierre, il y a un scorpion. Le scorpion ne bouge pas. Le scorpion ne sait pas nager. Alors, s'il avance, soit il l'écrase, parce qu'il n'y a pas la place, il n'a pas de la possibilité de faire un grand pas pour aller sur l'autre, la pierre d'après. Donc, il décide de prendre le scorpion et immanquablement, évidemment, le scorpion fait quoi? Il le pique et donc il le pique, il le lâche. Il le lâche, le scorpion tombe dans l'eau et comme, c'est plus fort que lui, il récupère le scorpion parce qu'il le sort de l'eau, parce qu'il sait qu'il va se noyer et il se fait piquer à nouveau.
Et là, son apprenti le regarde et il dit: «Mais maître, je ne comprends pas ce que vous faites. Enfin, le scorpion, c'est dans sa nature de piquer, alors donc si vous le prenez, il va vous piquer». «C'est très juste ce que tu fais remarquer», lui répond-il. «C'est très juste. C'est dans la nature du scorpion de piquer et c'est dans ma nature que d'aider. Alors je ne vais pas m'abstenir». Et à ce moment-là, il trouve une feuille, il prend le scorpion, le soulève et le met sur la rive. Cette histoire, ça a juste pour but de vous rappeler que beaucoup de gens vont vous dire que ce que vous faites est idiot. Beaucoup de gens vont vous dire que vous n'avez pas trouvé ce qui est juste pour vous, mais ils le regardent avec leurs propres yeux. Il faut que vous trouviez un maître pour oser avoir une remarque de cet ordre-là. Il va falloir que vous acceptiez de connaître votre propre nature avant d'écouter les gens, avant de savoir si les conseils qu'ils vous donnent sont justes. Et c'est très facile d'écouter les conseils parce que c'est tentant, c'est plus facile. Mais la vie pour moi est simple, elle n'est pas facile, ce n'est pas la même chose du tout. La deuxième histoire, juste pour finir sur l'histoire de la joie, hem, on va refaire, encore une histoire avec un maître. C'est l'histoire d'un maître qui là, on va le faire dans le Maghreb et ça se passe, au XVIIIe siècle et donc il y a un maître qui enseigne, qui est connu et ce jour-là, il y a un de ses apprentis qui vient, qui est tout excité, mais en même temps qui semble un peu dépité. Il lui dit: «Voilà, enfin, maître, personne ne m'écoute. Enfin, je ne sais pas pourquoi personne ne m'écoute, j'ai une difficulté, et quand j'ai une difficulté, bah, en fait, je pose ma question, mais personne ne m'écoute». «Oui et alors, que veux-tu me demander?» «Eh bien, en fait, j'aimerais que vous me donniez du temps, j'aimerais que vous m'aidiez, parce qu'en fait, les gens m'écoutent pas. Et puis surtout, en fait, quand ils me disent des choses, je crois pas que c'est bon. Je crois pas que c'est bon ce qu'ils me disent. Donc tu veux me poser une question qui a à voir avec, est-ce que je sais ce qui est bon pour toi?» «Oui, par exemple, mais enfin, il y a tellement de choses que vous pourriez m'apprendre». Alors le maître lui dit: «En fait, je suis un peu embêté parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai pas beaucoup de temps». Un peu comme nous là, on va finir, donc il faut qu'on aille à l'essentiel. Alors je vais te proposer, «un marché» entre guillemets. J'ai cette bague là, tu vois, mon petit doigt, je te la propose et je voudrais que tu ailles au village d'à côté, au marché la vendre. Mais quoi qu'il arrive, alors on va faire la monnaie locale, on va appeler ça, des dirhams. Quoi qu'il arrive, ne le vends pas moins de 100 dirhams. D'accord, d'accord, d'accord. Alors donc j'ai bien compris, je prends la bague, je la vends et puis je reviens, puis vous aurez du temps pour moi, c'est ça? Oui. Alors il part à toute vitesse, il va au village et il voit ce marché, il voit plein de marchands et il propose la bague au fur et à mesure, il y a plein de gens qui sont intéressés, mais aucun ne lui propose plus de 15. Il en trouve enfin un qui lui propose 20, mais aucun 100. Alors il est dépité, il revient et puis il dit: «Voilà, votre truc là, ça de toute façon ça le vaut pas. Enfin, votre bague là, on sait même pas combien elle vaut». C'est une bonne remarque que tu me fais là. Je t'ai envoyé en fait sans avoir peut-être une bonne idée, sans dire: «Ah, peut-être que c'est pas sa vraie valeur». Bah oui, on aurait pu demander à quelqu'un qui s'y connaît. D'accord, par exemple, un bijoutier ou un orfèvre. D'accord, OK. Alors j'en connais un justement, à la ville d'à côté. Oh, il va falloir que j'y aille là-bas aussi. Oui, ça serait bien que tu ailles voir le bijoutier et puis que tu lui demandes ce qu'il en pense. Mais par contre, je voudrais simplement que tu ne lui vendes pas. Quoi qu'il arrive, ne la vends pas, quel que soit le prix qu'il te propose. D'accord, d'accord, j'ai bien compris, quel que soit le prix, je ramène la bague. OK. Il y va, il arrive, chez le marchand, à peine il est rentré, il montre la bague, le marchand il fait: «Ah, mais je la reconnais cette bague, c'est la marque de ton maître». Je suis très étonné qu'ils veulent vendre une bague de cette valeur. Il veut la vendre, alors, je sais pas, j'en sais rien, je te dirais 40 000 dirhams, mais si on prend du temps, peut-être que 60, 80, peut-être que je pourrais lui vendre. «Comment ça?» Il est complètement dingue. Les autres voulaient pas lui acheter 100 et là, il en obtient 40 000. Sans faire d'effort. Il pourrait peut-être même en obtenir 60 000 ou 80 000. Alors il revient tout excité et il lui dit: «En fait, votre bague là, c'est dingue là, ça a une valeur de malade». «Oui, tu as raison. Et pourquoi je t'ai demandé cet exercice au moment où il est en train de remettre la bague à son petit doigt?» Il lui dit: «En fait, tu es comme cette bague. Pourquoi tu demandes à n'importe qui la vraie valeur, alors que seulement des maîtres peuvent te l'enseigner?
À quel moment allons-vous nous voir des gens qui ont aucune compétence pour savoir ce que nous voulons, ce que nous valons, ce que nous pouvons faire? Ils n'auront même pas fait cet exercice. Et autour de vous, vous allez devoir grandir en apprenant à développer cette aptitude à vous valoriser vous-même, à vous reconnaître vous-même. Et une fois de plus, je vous propose d'explorer la vie avec joie. Merci.